Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant de traiter des aspects non contentieux dans une thèse qui s'intéresse à la preuve. Effectivement, la preuve est un objet classique des études de droit processuel. Et effectivement, on a peut-être un peu de mal à envisager comment on peut dépasser le cadre du droit processuel lorsqu'on traite un objet comme la preuve. Ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas dans cette recherche qui, moi, m'a intéressé, c'est que l'objet preuve, la preuve qui est un vecteur, finalement, pour un discours, pour un argument économique, pour un raisonnement économique, qui est un vecteur vers le droit, ne s'explique pas elle-même. C'est-à-dire qu'on peut étudier effectivement la question de son administration, on peut étudier l'administration de la preuve, ça fait d'ailleurs l'objet de la première partie, comment le juge réceptionne la preuve économique, est-ce que l'argument économique que la preuve supporte modifie sa nature, est-ce qu'on essaie de trouver des voies pour ne pas y recourir, etc. Donc ça, finalement une étude assez classique sur l'administration, une étude classique de droit processuel, mais ça n'explique pas en fait la particularité de la preuve économique. Alors, recourir à la procédure administrative non contentieuse, c'est s'intéresser en fait en amont, s'intéresser à la formation de la preuve économique. Parce que dans les domaines où elle est mobilisée, prioritairement, que ce soit le droit de la concurrence, que ce soit le droit de la régulation, que ce soit d'autres matières, le droit des contrats publics par exemple, pourquoi pas le droit de la responsabilité, mais essentiellement dans ces matières grossièrement du droit économique, la preuve naît au cours d'un litige qui fait suite à toute une relation qui s'est tissée entre l'administration et l'administré au préalable. Et lorsqu'on en est à développer une preuve économique, on en est finalement à la fin du processus. Et l'étude de la formation de la preuve économique a permis, à mon sens, de mettre en relief des aspects assez intéressants qui sont que lorsque l'administration est obligée de motiver au préalable sa décision, ou lorsque, par la voie d'actes de soft law, par exemple, elle va déterminer des standards, déterminer le contenu que doivent recevoir les standards, et bien finalement, tout ça influe sur le raisonnement économique qui sera tenu ensuite devant le juge, et la façon dont, évidemment, le juge va percevoir ce raisonnement économique. La preuve économique, donc on l'a dit, est un vecteur qui permet d'intégrer un raisonnement économique à un raisonnement juridique, au sein d'un raisonnement juridique. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, en tout cas dans la conclusion qui se dégage de cette thèse, ce qui moi m'a en tout cas intéressé, c'est le fait de montrer que le droit n'est pas soumis à l'économie. Le droit n'est pas instrumentalisé par l'économie. Ou en tout cas, s'il l'est, il dispose en lui-même de moyens, finalement, pour ne pas succomber entièrement. Pourquoi ? Parce que lorsque un argument économique est intégré en droit, il ne déstabilise pas le système juridique parce que le système juridique le contraint, pour le rendre pertinent, le contraint à une rationalité juridique. Et c'est en ce sens que les éléments caractéristiques de la procédure administrative non contentieuse jouent en fait comme des contraintes de rationalité juridique. Lorsque l'administration est obligée de motiver, lorsque on a recours à des standards dont le contenu est précisé par l'autorité administrative, lorsque on soumet l'argument économique à la contradiction préalable, se dégage finalement un argument économique qui répond aux exigences, qui a répondu, qui doit répondre aux exigences propres du système juridique. Et c'est en ce sens qu'on peut donc souligner l'existence de contraintes de rationalité juridique qui évitent
que le droit ne soit totalement instrumentalisé par le discours économique. Alors la soft law, dans l'activité de la Commission européenne, est à mon sens, en droit de la concurrence, à mon sens essentielle. Parce que, voilà, on est effectivement dans ce domaine d'administration directe. Ajouter à cela qu'on est dans un domaine, finalement, le droit de la concurrence, qui fait l'objet de peu de dispositions dans le traité, et des dispositions qui sont souvent floues, ou en tout cas qui entendent recourir à des notions économiques qu'il est difficile d'appréhender, d'apprécier, je pense que j'utilise un terme qui est de substantiver, de donner de la substance. Et en fait, ce sont des notions indéterminées. Et ces notions indéterminées, ce sont des standards. Alors, vous mettez en balance le fait que l'administration européenne, la Commission, agissant comme administration de l'Union européenne, doit faire appliquer cette législation, et d'autre côté que cette législation est rédigée en termes abstraits, difficilement appréciables. Et bien, dès 1962, la Commission a trouvé finalement un moyen assez efficace. C'est, en dehors de toute habilitation, d'adopter des actes qui vont orienter, qui vont prévenir, qui vont informer les entreprises de la façon dont elles entendent apprécier telle ou telle notion définie ou proposée sous forme de standard dans les dispositions des traités. Et à partir de ce moment-là, s'est développé tout un mouvement, un recours quasi automatique à ces actes atypiques qui viennent appuyer la législation, la compléter, et, ce qui est très intéressant, dont la Cour de justice donne finalement un effet, un réel effet juridique, dans la mesure où, une fois saisi par les principes de sécurité juridique, ou une fois saisi par le principe, par l'exigence d'égalité de traitement entre les justiciables, et bien du coup, ces actes-là, ces actes atypiques, que constituent les actes de soft law, vont être appliqués, vont trouver application, vont trouver une forme de normativité, une influence normative, une force normative, en quelque sorte.